On va maintenant parler des questions difficiles. J'ai pas envie de les appeler questions pièges. Donc, c'est comprendre les enjeux de l'entretien pendant lequel les questions difficiles vont être posées. Qu'est-ce que recherche le recruteur? Comment se préparer à ces questions? Et puis, peut-être des exemples. Et si les exemples que vous, participants à ce webinaire, vous pourrez poser, les partager avec Elodie. Comme pour les webinaires précédents. euh, Comme pour les webinaires précédents, votre caméra et votre micro ne sont pas activés pendant toute la durée de cette session du salon Rebond Cadre. Mais vous pouvez bien sûr poser vos questions par la zone Q&R et vous avez moyen de liker les questions pour pouvoir les faire remonter dans le listing pour qu'elles aient plus de chances d'être posées à Elodie. Tout à fait. Merci pour cette introduction, Je vous en Claire. prie. Je te laisse la On main. va, c'est très gentil. Alors, effectivement, on va échanger ensemble autour de toutes ces questions qui peuvent jalonner un entretien de recrutement. Donc, j'ai prévu quelques slides pour voilà, vous reposer un petit peu les contextes d'un entretien, je dirais, de recrutement, de ce qui peut conditionner un entretien réussi. Mais je vous rassure, l'enjeu, c'est de partir très vite sur vos questions de façon à tâcher d'y trouver ensemble, je dirais, un certain nombre de réponses qui pourraient en tout cas être convenables, entendables et surtout convaincantes et rassurantes pour vos interlocuteurs. Alors, que je retrouve là où je vais pouvoir diffuser et partager mon support. Touk, touk, touk. Partager l'écran. Le voici, mon support. Le voilà. Hop. Me confirmes-tu, Claire, que tu vois bien mon support entretien les questions difficiles en mode diaporama? Impec. Alors, comme je vous le disais, on va rapidement poser, et merci pour vos pouces qui me confirment aussi, je vois cela du coin de l'œil. Donc, effectivement, comme je vous le disais, vous donnez à voir rapidement, reposer ensemble les bases effectivement d'un entretien de recrutement et aller bien sûr tout de suite sur ce sujet des questions qui nous intéressent. Alors, dans un entretien de recrutement, et même encore une fois, si je vais enfoncer quelques portes ouvertes, qu'on soit bien d'accord, vous serez confronté à un recruteur, tout comme le recruteur sera confronté à vous, puisque un entretien de recrutement, ça se passe déjà dans les deux sens. Bien sûr que le recruteur est là pour voir si vous êtes la personne qui lui conviendra le mieux par rapport à ses besoins, mais c'est tout aussi réciproque, c'est-à-dire qu'un entretien de recrutement, c'est aussi pour vous, candidat, candidate, la possibilité, le moyen d'évaluer si le recruteur, son entreprise, le contexte de travail qu'il a à vous proposer et le poste qu'il a à vous proposer correspondent bien à vos desiderata. Donc, n'oublions pas ce lien, n'oublions pas cette réciprocité dans l'échange qui doit s'instituer, qui doit permettre du coup aux deux protagonistes de faire connaissance, bien évidemment. Ce qui veut dire faire connaissance dit forcément qu'il faut pouvoir prévoir un certain nombre de questions, car vous avez sans doute des points à vérifier pour savoir si ce recruteur, ce contexte de travail, ce poste vous conviennent le mieux. Donc, évidemment, prévoyez les questions en conséquence de cela, bien entendu, tout comme le recruteur le prévoira évidemment de son côté. Il y a évidemment de l'information à pouvoir échanger, des informations que vous allez pouvoir communiquer, des informations en retour que le recruteur pourra vous communiquer. Et au gré de cela, ben, évidemment, il y aura besoin dans cet entretien, en termes d'enjeux, de pouvoir peut-être approfondir certains points, rentrer dans le détail de certains autres. Il y aura besoin évidemment de pouvoir donner à voir de votre projection, donc pouvoir se mettre dans la peau du candidat recruté et pouvoir être en capacité de dire par quoi on commencerait, qu'est-ce qu'on questionnerait en premier, etc. Voilà, ça fait partie de tous les éléments de l'équation pour faire en sorte effectivement d'appréhender l'entretien, son contexte, et quelque part à partir de là, conditionner quelque part, on va dire, la réussite de celui-ci, hein. Donc, n'oubliez pas cette réciprocité, c'est souvent le point qui blesse, dans le sens où effectivement, ça vous mettrait, si vous ne
preniez pas acte de cette je vais y arriver, de cette réciprocité. Oh, pourquoi prendre un mot compliqué aussi? Il aurait fallu que j'en choisisse un plus simple. Ce qu'il est important, c'est qu'effectivement, vous soyez bien dans cette posture et non pas une posture du coup qui vous mettrait dans un statut un peu plus passif. Hein. Au-delà de cela, il y a des éléments favorisant, je dirais, une bonne communication lors de cet entretien. Bien sûr, il va falloir communiquer, ça va sans dire. Ce qu'il faut prendre par contre acte dans cette relation de communication, c'est qu'il y a notamment une communication verbale et une communication non verbale. Donc, on a tôt fait de préparer l'entretien sur tout ce que l'on va dire, mais n'oublions pas qu'il y a un autre élément qui penche beaucoup qui favorise beaucoup, je dirais, également la réussite de cet entretien, c'est qu'il y a une communication non verbale, que votre corps, en quelque sorte, parle pour vous. Oserais-je dire, si par exemple vous parlez avec les mains, si par exemple vous avez un sourire, si par exemple vous avez plutôt, je dirais, le corps penché vers l'avant plutôt que vers l'arrière, on va dire qu'il y a des choses qui peuvent être interprétées à tort ou à raison, mais en tout cas qui pourront être interprétées, je dirais, comme des éléments qui passent pour de la motivation, qui passent pour effectivement le je suis content d'être là. Donc, cette communication verbale est clé, elle est importante. Évidemment, il ne va pas falloir dire des grosses bêtises, mais d'un autre côté, il va falloir aussi prêter à cette attention à cette communication non verbale. Et c'est pour ça que, et on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais faire des entraînements, faire des simulations d'entretien, c'est important avant de se lancer dans le grand bain de façon à pouvoir effectivement performer. Pensez-y. Il y a quelque chose qui est important aussi au niveau de l'écoute. Là aussi, j'enfonce sans doute une porte ouverte, c'est évident. Il faut pouvoir écouter de façon déjà, par exemple, à pouvoir bien écouter la question que l'on va vous poser. Je prépare souvent des entretiens, évidemment, avec des candidats. Souvent, certains vont me dire, oh là là, j'aimerais pas qu'on me pose la question de pourquoi j'ai quitté mon entreprise. Ça s'est fait dans des pas bonnes, dans des conditions catastrophiques. Je l'ai mal vécu, tatati, tatata. Et donc, du coup, bah forcément, on prépare cette question, on essaye de trouver, je dirais, une façon, on va dire, peu détaillée et claire de pouvoir quand même répondre à la question si celle-ci était posée. Euh, mais il ne s'agit en aucun cas d'avancer ces arguments-là tant que la question ne va pas être posée. Ne donnons pas le bâton pour nous faire battre. Parfois, on appréhende tellement une question que l'on va effectivement y répondre avant même qu'elle soit posée. À quoi bon? Donc effectivement, c'est un point important. Écoutez les questions et ne répondez que aux seules questions qui vont vous être posées. Ça peut paraître un peu trivial, mais j'allais dire, c'est souvent une façon de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Adapté pourquoi? Bah, adapté parce qu'effectivement, en fonction de votre interlocuteur, vous n'allez pas faire le même entretien. Vous n'allez pas faire le même entretien parce qu'il n'aura pas les mêmes questions, mais aussi et surtout parce qu'il n'aura pas les mêmes besoins. D'accord? Un cas de figure tout simple, hein, c'est que si vous rencontrez un RH, par exemple, ou si vous rencontrez un N+1, ceux-ci n'auront pas la même approche de l'entretien. Un RH va souvent rester sur des questions autour de vous, de votre personne, de votre parcours, de vos motivations, pour un peu jauger, je dirais, votre bonne place dans l'entreprise demain, par exemple. Un N+1 va sans doute aller très vite sur le job, le métier, tout ce qu'il faut maîtriser en termes de technicité et être vraiment, je dirais, sur un entretien qu'on peut imaginer, pas uniquement, mais en tout cas centré sur l'opérationnel. Donc dès lors, vous devez préparer votre entretien, bien entendu, mais attention à une trop grande préparation qui vous mettrait dans une sorte de récitation. Il faut effectivement que votre entretien soit juste préparé pour repérer et identifier vos différents arguments par rapport effectivement à ce que vous devez avancer comme pion. Mais quelque part, il faut garder cette souplesse de pouvoir vivre l'entretien avec une certaine, dirons-nous, spontanéité, même si voilà, ça peut paraître un peu monde des bisounours que de le dire ainsi. Mais pour autant, il faut se donner cette souplesse de pouvoir effectivement écouter la question, chercher dans ses arguments ce qu'on a à dire et à partir de là, répondre quelque chose qui ne sera pas formaté, mais qui sera effectivement adapté à la situation et à la question posée. Reformuler. Reformuler, ne pas hésiter à reformuler. Alors, reformuler, c'est une technique qui peut, par exemple, servir à gagner du temps. Quand une question un peu comme ça, peut-être impromptue ou
pas prévu vous désarçonnerait, ne pas hésiter à reformuler pour gagner du temps. Reformuler, ça aide aussi à redonner du sens et à s'assurer que vous avez bien compris la question que l'on vous aura posée. Hein. Donc, c'est un peu de la technique de communication, mais c'est une façon, j'allais dire, assez simple, bah voilà, d'asseoir encore une fois une relation et une communication efficace. Tout ceci qui permettra de partager, d'échanger, d'être surtout sur la même longueur d'onde. Vous savez, vous avez peut-être eu quelques cours en la matière ou vu quelques documentations autour de cet acte de communication. Mais effectivement, une communication, si on prend les choses de façon un peu technique, hein, c'est un émetteur, un récepteur avec un message. Et tout ce qu'il faut s'assurer, c'est que le message puisse bien passer de l'un à l'autre. Et quelque part, il y a évidemment des conditions à réunir du côté de l'émetteur pour que son message soit bien entendu et bien capté par effectivement son récepteur. Mais la relation marche de les deux sens. Encore une fois, souvenez-vous de cette histoire de réciprocité. Donc effectivement, on ne peut pas maîtriser, oserais-je dire, le côté recruteur. Mais par contre, effectivement, moi, candidate, demain, je suis émettrice d'un message, je dois veiller à ce que ce message atteigne bien ma cible et qu'effectivement, voilà, que le langage non verbal, que le choix des arguments, que le fait de répondre à la question qui m'est posée, voilà, sont des conditions de réussite toutes simples, mais qui sont les règles et les bonnes bases d'une communication réussie. Hein. Donc, vous retrouvez ici ces quelques points qu'on vient de passer en revue ensemble, que j'avais pris le soin de récapituler, puisque effectivement, je pourrais aussi transmettre ce support d'animation à ceux qui le souhaiteront. Vous n'hésiterez pas à m'envoyer un petit mail en ce sens si vous le souhaitiez. Alors, question, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, j'en ai réuni trois que j'ai tellement souvent, oserais-je dire, dans mon bureau ou dans le cadre des entretiens que j'aide à préparer, que je me suis dit que logiquement, ça serait plutôt intéressant qu'on commence par celle-ci et après, je vous passerai la main. Avec Claire, on prendra vos questions. Quelle question souvent vaut taraude? Alors, ce n'est pas en fait une vraie question, mais c'est souvent la façon dont s'introduit souvent un entretien de recrutement et où le recruteur va vous dire, bah, parlez-moi de vous. Alors, il y a sa petite variante, hein, présentez-vous. Souvent, ça vous désarçonne. Alors, quelle est la bonne façon d'appréhender cette question, même si, encore une fois, il n'y a pas de point d'interrogation derrière? La bonne façon, c'est déjà de ne pas partir dans un monologue de 10-20 minutes. Souvent, le recruteur qui vous pose cette question, qui vous donne la main pour démarrer l'entretien avec cet élément, il attend de vous une réponse relativement courte. C'est souvent plus une clé d'entrée, une façon d'amorcer la discussion plutôt qu'une vraie question avec de vraies attentes derrière. Donc, ma préconisation là-dessus, c'est vraiment de partir sur une réponse relativement courte, 1-2 minutes, pas plus. Il faut forcément la préparer pour le coup, celle-ci, parce que je vais dire, on pourrait faire un sondage parmi vous pour ceux qui auraient fait un dernier entretien il n'y a pas si longtemps que cela. Force serait de constater que vous seriez au moins, j'en suis à peu près certaine, 3 sur 4, si ce n'est pas 9 sur 10 à l'avoir eu. Donc effectivement, une réponse relativement courte qui va vous permettre tout de suite d'avancer des points sur quels items? Eh bien, des items sur les deux les deux points fondamentaux sur lesquels vous venez pour rassurer et convaincre demain un recruteur, la compétence qui est la vôtre et la motivation qui est la vôtre. Vous devez avoir ça en tête. L'entretien, il n'est pas là pour autre chose. Enfin, il est là pour autre chose. On va dire, il n'est pas là pour autre chose. Il est là fondamentalement et prioritairement sur ces deux points-là. Vous devez aller en entretien demain pour rassurer et convaincre sur votre motivation et rassurer et convaincre sur vos compétences. Donc effectivement, on vous donne l'occasion dès le début de l'entretien de parler de vous. Eh bien, prévoyez une présentation courte, synthétique, préparée, avec effectivement des points qui vont vous permettre de dire en quelle mesure vous êtes bien content d'être là aujourd'hui. Donnez à voir votre motivation. Voilà, bah, écoutez, pour me présenter, je dirais d'abord que voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Le poste que vous proposez m'intéresse. Quand j'ai vu l'annonce passer, j'ai tout de suite décidé de candidater. Votre entreprise m'était pas inconnue pour telle raison. Voilà, je vous la fais un peu en live et je dirais évidemment sans fioriture, juste pour vous donner les grandes lignes.
L'idée, c'est effectivement, j'avance tout de suite des points, notamment sur cet item de la motivation, avec quelques arguments que je vais mettre en exergue. Et ensuite, je vais effectivement donner quelques éléments clés de mon parcours, mais sans leur faire la récitation du CV, puisque en toute logique, ils devraient l'avoir. Donc, effectivement, juste reprendre quelques points clés du parcours en faisant référence au CV que je leur ai adressé ou qu'ils auront eu de ma part. Et effectivement, pour donner à voir des compétences et de ma cohérence avec le besoin qui est le leur. Donc, ça peut être du genre, bah écoutez, voilà, pour compléter cette présentation, vous dire que comme vous avez donc certainement dû le voir déjà dans mon CV, mais voilà, j'ai le diplôme d'ingénieur que vous recherchez. Je peux asseoir des compétences fortes et solides par rapport au poste que vous proposez de chef de projet énergie renouvelable, eh bien, de par une dizaine d'années d'expérience dans l'entreprise Enercon, où j'ai travaillé sur tel type de mission, tel type de projet. Ça me confère des compétences techniques solides sur tel et tel point. Voilà, que j'ai référencé comme étant des attentes de votre part au niveau du poste. Voilà, quelques points clés pour déjà amorcer cette discussion. Et puis j'imagine que vous avez des questions, bien sûr, autres à me poser. Voilà, que vous souhaiteriez-vous peut-être que je développe, que je détaille, que je précise? Et on rend la main avec cette question ou avec une question de votre choix, mais voilà, c'est un exemple. On rend la main à son interlocuteur pour lui signifier qu'on a terminé de répondre à sa question. Ça aussi, c'est parfois, je dirais, avec les gens que je prépare aux entretiens, une question qui se pose, c'est comment est-ce que je manifeste à mon interlocuteur? Bah voilà, et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on termine et puis, bah, on attend que le recruteur vienne nous repêcher parce que du coup, voilà, non, manifestez lui que vous avez terminé. Et une façon assez simple pour cela, bah, c'est de le relancer avec une question qui du coup va lui rendre la main de façon tout à fait simple. Encore faut-il, voilà, y penser et puis aussi se l'autoriser, hein. En plusieurs points, je dirais qu'il faut bien acter par rapport à ça. OK? Donc j'espère que cette réponse, voilà, vous va. Comme vous le voyez, hein, ça ne s'improvise pas. Pour le coup, cette réponse-là, on la prépare, oserais-je vous dire, elle tombe quasiment à tous les coups. OK. Qu'est-ce que je vous ai préparé aussi comme question? Eh bien, depuis quand êtes-vous en recherche d'emploi? Pourquoi? Bah, parce que, encore une fois, elle fait partie un peu des ritournelles. Souvent, quand on est en recherche d'emploi, ce n'est pas forcément une question sur laquelle on aurait envie de se voir poser la question. Et pour autant, quand elle arrive, cette question-là, et pas avant, je vous le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, on ne devance pas les questions qui fâchent, eh bien, effectivement, il faut quand même l'avoir prévue, celle-ci. Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut forcément déjà avoir une réponse qui va correspondre à la réalité de ce que vous avez vécu. D'accord? Donc, déjà, la question, c'est bien, depuis quand êtes-vous en recherche d'emploi? Donc, si c'est depuis quand, je vais dire 8 mois, je vais dire 12 mois, je vais dire 3 mois, je vais bien répondre à la question qui est posée. D'accord? C'est-à-dire que la question n'est pas dans quelles conditions êtes-vous parti de votre dernier emploi? Attention, OK? Donc, depuis quand êtes-vous en recherche d'emploi? Eh bien, je vais donner le laps de temps et je vais expliquer peut-être quelques éléments à côté de cela. Euh, un élément à prendre en considération que je vous évoque en lien avec cette question-là, c'est que la recherche d'emploi n'est pas un problème. On a le droit de prendre du temps dans sa recherche d'emploi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des timings un peu psychologiques côté recruteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que passé un an effectif de recherche d'emploi, la plupart des recruteurs vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ça fait un an et plus que vous êtes en recherche d'emploi? Donc, on va dire véritablement, c'est à partir de là qu'il peut y avoir, on va dire, une vraie interrogation de la part de votre interlocuteur. Euh, Avant cela, la question pourrait vous être posée, mais elle ne visera pas, oserais-je dire, à lever un voile ou un doute sur des raisons qui seraient pour le recruteur un peu étonnantes, d'accord? Être en recherche d'emploi depuis moins d'un an, depuis moins de 6 mois, c'est presque normal. On prend un temps pour chercher le bon poste. On ne va pas se ruer sur la première opportunité qui passe. Donc, on peut quand même s'autoriser à choisir pendant quelques mois, je dirais, et à prendre le temps d'atteindre la bonne proposition. OK? Donc, n'ayons pas honte
de cette recherche d'emploi de moins de 6 mois. Entre 6 et 12 mois, ça peut encore s'expliquer. On a le droit de se donner encore une fois un temps raisonnable pour pouvoir trouver la bonne opportunité. Et puis, peuvent s'être déroulées des choses qui fait qu'on n'est pas vraiment démarré tout de suite. Ça aussi, il ne faut pas s'empêcher de le dire et il ne faut pas, oserais-je dire, penser que c'est une mauvaise chose de ne pas avoir démarré sa recherche d'emploi tout de suite. Je donne un exemple, vous êtes sorti d'un poste effectivement au mois de janvier de l'année dernière. En fait, vous avez pris 3, 4 mois pour vraiment prendre du temps un peu pour vous, pour tourner la page et pour démarrer. Et puis, effectivement, vous avez peut-être amorcé en vrai vos recherches au mois de juin. La période estivale étant passée par là, il y a eu quelques rendez-vous, quelques opportunités, mais vraiment, voilà, vous êtes vraiment à 100% dans votre recherche depuis le mois de septembre. Bon, eh ben, on a le droit de le dire. On a le droit de contextualiser les choses. Euh, et soit dit en passant, ce sera toujours mieux de dire que c'est vous qui avez décidé de, que c'est vous qui avez choisi de, plutôt que de ne donner le sentiment que vous subissez, tout en la vivant peut-être très mal, cette situation. OK? Donc, voilà. Il y a tous ces paramètres à prendre en ligne de compte de façon effectivement à pouvoir répondre de façon réelle à votre interlocuteur, d'accord? Et tout en le rassurant finalement sur le fait que cette durée qui paraît importante, peut-être qu'elle est en fait pas si importante que cela parce que votre recherche n'a pas démarré tout de suite. OK? Donc voilà, ça peut être en tout cas un schéma qui vous amène à cheminer en quelque sorte vers ce que je vais appeler une bonne réponse. Ce que je vais appeler une bonne réponse, hein, clairement, c'est une réponse qui rassure ou une réponse qui convainc votre interlocuteur, hein. Nul autre enjeu que ces deux-là. OK? Et je conclurai, en tout cas sur quelques questions que j'avais prises pour exemple, avec celle-ci qui souvent est un peu déstabilisante et elle a beau être vieille comme le monde, voilà, elle sonne un peu en ritournelle. Alors il y a des variantes, hein. Là, je vous ai mis quel est votre principal défaut, mais on peut vous interroger sur vos trois principaux défauts, quelles sont vos qualités et vos défauts. Alors voilà, je me suis appesantie là pour vous donner l'exemple vraiment sur la partie défaut parce que soit dit en passant, c'est souvent celle-ci sur laquelle on s'interroge. Alors, soyons clairs. Un recruteur qui vous pose cette question-là, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend que vous ayez pas préparé votre entretien. Parce que quelqu'un qui n'aura pas préparé son entretien, eh ben, va sans doute donner un vrai défaut. Voilà, je ferai référence à ma propre expérience. Le premier entretien que j'ai décroché à la suite de mes études, on m'a demandé quel était mon défaut et j'ai dit que j'étais quelqu'un de très rancunier. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas faux, ce qui est plutôt vrai. Mais aujourd'hui, avec le recul, évidemment, il fallait surtout pas répondre ça. Quelqu'un de rancunier, vous imaginez bien que ça n'a pas que des avantages en termes de personnalité, dans une équipe notamment. Bon, c'est un défaut qu'on pallie un peu avec l'âge, heureusement, mais voilà, imaginez-moi, jeune, fougueuse, il y a longtemps, sortant d'études et disant, oh là, je suis quelqu'un de très rancunier, voilà, bah, la dame en face de moi, elle m'a fait un grand sourire et puis ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais je n'avais pas préparé mon entretien. Sinon, je n'aurais jamais dit cela. Donc, concrètement, quel est votre principal défaut? Ne donnez pas un vrai défaut. Ou alors donnez un défaut qui n'aura aucune espèce de circonstance, aucune espèce d'importance dans le monde professionnel. Certains vont prendre cette question-là, par exemple, avec humour. J'ai un cadre, par exemple, qui, je le cite toujours en exemple, avait décidé de dire systématiquement qu'il était mauvais cuisinier parce que c'était le principal défaut que sa femme lui reprochait. Ça faisait toujours sourire en face, ça passait très bien. Ça lui allait aussi très bien, d'accord? Donc je vous dis pas tous de sortir le défaut que vous êtes super mauvais cuisinier ou cuisinière. Je dis juste que parfois, à une question qui, voilà, j'allais dire, mais parfois un peu mal à l'aise, si entre guillemets ça fait partie de votre personnalité, ce trait humoristique, ça peut être éventuellement une situation pour, voilà, une pirouette pour vous sortir de cette question un peu embêtante. Maintenant, si on revient à des éléments qui seraient, on va dire, un peu plus cartésiens, un peu plus officiels, un peu plus pro, si vous devez donner des défauts professionnels, eh ben, vous faites comme tout le monde. Et oui, vous ferez comme tout le monde. Vous donnerez des défauts qui, d'un certain point de vue, sont aussi des qualités perfectionniste, trop investi, euh, obstiné, jusqu'au boutiste. Voilà, parce que quelque part, à ces éléments-ci, il y a un côté négatif, dirons-nous, qui
peuvent faire considérer qu'on peut en parler comme d'un vrai défaut. Mais de l'autre côté, évidemment, on peut aussi y voir d'un point de vue pro, bah, finalement, quelque chose qui est plutôt positif et favorable. OK? Donc voilà, hein, j'ai pris ces trois questions, ces trois éléments vraiment pour amorcer notre échange. Mais voilà, je vais repasser la main à Claire. Vous avez sans doute, je vois, pas mal effectivement de questions du côté du chat. Est-ce que Claire, tu vois une question qui, ou des questions qui sortent du lot? Oui, oui, bah, ça fourmille du côté du chat. En effet, il y a beaucoup de questions sur, en effet, les longues périodes d'inactivité. Alors, vous avez détaillé la partie jusqu'à 1 an de recherche d'emploi à date. Qu'est-ce qui se passe si on est en recherche d'emploi depuis plus de 12 mois? Comment on peut le présenter? Alors, comment est-ce qu'on peut le présenter? Encore une fois, il faut regarder ce qui s'est passé réellement. Quand est-ce qu'on a vraiment démarré sa recherche d'emploi de façon effective? Ça peut déjà permettre, entre guillemets, de raccourcir la vraie période de recherche d'emploi sur laquelle, effectivement, on va ensuite répondre. Ensuite, dans la période, dans le laps de temps qui reste, si on est toujours au-dessus d'un an, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut voir ce qui s'est passé dans l'intervalle. A-t-on peut-être fait des formations? Parce que si on fait des formations, il y a parfois des formations qu'on aura fait en à distance, qu'on aura fait en temps partiel, que l'on va considérer peut-être un peu anecdotiques parce qu'elles n'auraient pas pris tant de temps que cela. Mais on peut très bien faire valoir qu'une formation, même si elle est à temps partiel, même si elle est à distance, même si elle n'a pas pris tant de temps que cela, à un moment, elle a aussi mobilisé quand même du temps. Et elle a pris du temps pour la formation, le temps de formation effectif, mais elle a pris aussi du temps, on va dire, à côté. Donc, n'hésitez pas à vous servir d'une période ou de périodes de formation que vous auriez réalisées. Et j'inclurai même ce qui peut être du registre de cours en ligne de MOOC, MOOC, que vous auriez fait de votre propre initiative. N'hésitez pas à inclure ces temps de formation de façon un peu globale en disant, bah, il y a aussi 6 mois, il y a aussi 3 mois de cette période-là que j'ai concentré sur la réalisation de formation pour maintenir une veille proactive sur tel sujet, pour monter en compétence sur tel autre, pour me perfectionner sur tel autre. Ça peut être la formation ou les formations, un moyen, effectivement, comment dire, combler ce qui, d'un point de vue global, paraîtrait trop long. Un autre moyen, ben, c'est aussi de donner à voir que on a peut-être au début de sa recherche et peut-être même encore des critères de recherche qui quelque part limitent le champ des possibles. Alors, passer une certaine période de temps, avoir un argument sur la rémunération, par exemple, que vous n'auriez pas accepté, force étant de constater sur le marché que le marché ne recruterait pas à votre niveau de rémunération, il ne serait pas peut-être entendable que vous disiez que 18 mois après, vous soyez toujours au même niveau de positionnement de salaire. Mais par contre, vous pourriez tout à fait dire, bah, ça fait 18 mois que je recherche, différents éléments d'explication par rapport à cela. Encore une fois, je ne donne l'élément d'explication que si le recruteur me demande, ah bon, cela fait longtemps, comment cela se fait? Voilà, il n'y a que s'il vient me chercher, encore une fois, hein, que je vais lui donner réponse. Donc, je prends cet exemple, voilà, 18 mois, je recherche. Ah, 18 mois, que s'est-il passé dans l'intervalle? Bon, eh ben, écoutez, plusieurs éléments d'explication. Déjà, je n'ai pas tout à fait cherché tout de suite. Ça fait vraiment une bonne année que je recherche, soyons très, très clairs. J'ai pris un temps pour moi au début pour tourner la page. Et puis, pour aussi vraiment clarifier mes critères de recherche. J'ai ensuite démarré mes recherches. Bon, vous savez comment ça se passe. Moi, ça faisait longtemps que j'étais dans mon entreprise. On peut aussi contextualiser le fait que vous ayez eu un temps pour lancer votre recherche, adapter le bon CV, formater les choses de la bonne façon, préparer, je dirais, le terrain. Voilà, quelque part, euh, alors ça peut arriver, hein, mais on n'est pas efficace tout de suite en recherche d'emploi dès qu'on démarre et dès la première candidature. Donc on peut aussi, je dirais, hein, ne pas hésiter à s'appuyer là-dessus comme un élément d'explication de la période. Et puis effectivement, voilà, j'ai avancé dans mes démarches. Voilà, maintenant c'est vrai que j'ai des critères, notamment de mobilité géographique, qui m'empêchent sur pas mal de postes. Il y aurait pu y avoir des opportunités.
voyez, hein, vous pouvez aussi quelque part donner un peu le change sur le fait que dans l'intervalle, il y a aussi eu des pistes, il y a peut-être même eu des propositions que vous avez refusées, mais voilà, vous pouvez effectivement faire valoir le fait qu'il ne s'est pas rien passé. C'est aussi ça qui va rassurer votre interlocuteur. Dites-lui qu'il y a eu des rendez-vous, dites-lui qu'il y a eu des appels, dites-lui qu'il y a eu des opportunités, mais quelque part, voilà, il y avait un temps sur lequel vous avez peut-être focusé ou priorisé certains critères, sur lesquels vous faites juste seulement maintenant peut-être quelques concessions, ou peut-être que votre situation personnelle a changé, qui fait que ces concessions deviennent possibles là où elles ne l'étaient pas au départ. Donc voilà, il s'agit de vraiment s'appuyer sur la réalité des choses et de penser à tous ces éléments-ci qui puissent finalement servir d'explication. OK? Voilà en tout cas ce que je dirais, Claire. Très bien. Donc, en effet, pouvoir aussi mettre à jour son CV par rapport aux formations, au bilan de compétences, ce genre de choses qu'on peut avoir effectuées dans notre phase de recherche et, Exactement. et évoquer aussi les pistes qu'on a eues et qui n'ont pas abouti pendant notre phase de recherche aussi. Tout à fait. Je soulignerai le fait de mentionner qu'on a eu des pistes. Encore une fois, un peu englobé plein de choses. J'ai candidaté, j'ai eu des appels. J'ai candidaté, j'ai pas eu d'appel. C'est aussi une piste. Il y a des pistes plus ou moins avancées que d'autres. Après, évidemment. Mais effectivement, avoir des pistes, ça va rassurer votre interlocuteur sur le fait que vous êtes recherché, sur le fait que vous êtes déjà actif. Et ensuite, sur le fait qu'effectivement, d'autres se sont intéressés à vous. Et du coup, bah, ça forcément le rassurera sur l'intérêt qu'il vous porte. D'accord? Et je conclurai sur ce sujet en vous disant que n'oubliez jamais un point important, c'est que même si le recruteur vous pose cette question-là et que vous vous dites, ah là 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 là, ça l'inquiète, ça lui pose souci, bah pas tant que ça, parce que ça, il l'a vu dans votre CV. Donc si vraiment c'était problématique pour lui, il n'y aurait même pas eu d'appel. Donc, pensez bien à cela. Si c'était vraiment problématique pour lui, je ne serais pas là, je ne serais pas appelée, je ne serais pas en situation d'échange, je ne serais pas en situation d'entretien. Donc, voilà, ne soyez pas dans la justification à tout prix. Soyez juste dans je donne des éléments d'explication à un interlocuteur qui manifeste en amont de ça et malgré cela un intérêt pour le parcours qui est le mien. Donc, j'ai juste besoin de le rassurer. Hein, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. L'entretien ne tourne pas que autour de cela. C'est une question parmi tant d'autres. Donc voilà, ne lui donnez pas trop d'importance, même si voilà, des fois on a le doute sur ce registre. Je le souligne hein, de façon vraiment très soutenue. Très bien. Merci pour ces réponses, ces détails, Elodie. Pas de D'autres souci. questions? Est-ce que le recruteur peut nous interroger sur le contexte de notre fin de contrat précédente, et surtout quand le contexte a été un peu compliqué, je pense à un licenciement ou ce genre de contexte. Comment on peut préparer cette intervention? Tout à fait. Alors, évidemment, c'est souvent là voilà, un sujet de questionnement, des conditions de départ qui se seraient mal passées. Alors, il y a de tout, hein. Burn-out, licenciement pour inaptitude, licenciement pour faute grave, licenciement pour je ne sais quoi. J'ai démissionné, j'avais du harcèlement moral, mais je ne peux pas en parler. Enfin, voilà, il peut y avoir toutes les raisons du monde possibles et imaginables. Déjà, tout dépend de la question que l'on vous pose. Toujours la même ritournelle de ma part, hein. Je radote comme Christophe avant, comme ça vous êtes pas perdu, on est fait du même bois. La question qu'on vous pose, quelle est-elle? Dans quelles conditions êtes-vous parti? Qu'est-ce qui a conduit à votre licenciement? Vous m'avez dit que vous avez quitté l'entreprise, mais vous avez donc été licencié? Point d'interrogation. Voilà, vous voyez, la question, on peut vous la poser de plein de façons différentes. Toujours écouter la question pour pas aller au-devant d'un sujet qui fâche. Euh, Si déjà vous devez expliquer votre départ dans la narration, dans l'explication par rapport aux questions posées, euh, toujours essayez de penser à dire j'ai quitté ma boîte. Ne dites pas j'ai été licencié, j'ai démissionné, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est les modalités de votre départ. Pas besoin de les devancer. Restez sur quelque chose de plus global en parlant du fait que vous avez quitté l'entreprise. D'accord? Ça, c'est un détail, mais déjà, ça permet de ne pas forcément donner le bâton pour le faire battre, encore une fois, sur ces éléments de condition du départ, sur lesquels on va attendre que le recruteur pose expressément la question. OK? Donc, j'ai quitté la boîte et on va donner des éléments d'explication, encore une fois, quand cela va nous être demandé.
Dans les éléments d'explication, soyons concrets, vous avez besoin de refaire un peu l'histoire. Et de vous repencher sur, ouais, ça fait peut-être parfois un peu mal d'ailleurs, mais il faut se repencher sur quelles ont été clairement les circonstances du départ et le contexte de l'entreprise à ce moment-là. Il faut se remémorer tous ces petits détails-là. Pourquoi? Parce que concrètement, vous auriez été sujet à un burn-out. OK. On sait, vous et moi, ou si vous avez un doute, je vous le dis, on sait qu'on ne peut pas en parler. Enfin, on ne peut pas. Vous pouvez en parler, mais c'est un sujet casse-figure. Tout ce qui va toucher à la santé. Je parle aussi des situations, malheureusement, où des gens ont eu de graves maladies. Heureusement, des rémissions et aujourd'hui, tout est bien qui finit bien. Mais dès lors où on va aller sur des sujets de santé, on peut avoir en face de soi la crainte de la récidive. Donc, vous avez fait un burn-out, ça pourrait revenir. Vous avez eu je ne sais quel cancer, ça pourrait revenir. Voilà. Malheureusement, on ne va pas pouvoir empêcher cela dans l'esprit de votre interlocuteur. Donc, si vous avez vraiment envie d'en parler, de jouer la transparence, l'honnêteté, etc., oserais-je dire, ben, je ne peux pas vous en empêcher, mais je vous préviens juste que c'est hyper casse-figure. Et effectivement, mieux vaut jouer la précaution et de ne pas faire état effectivement des problématiques de santé que vous avez traversées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pouvez pas parler de cet élément-là, ça veut dire qu'effectivement, il faut que vous fassiez référence au contexte de travail dans lequel vous étiez. Je vais prendre l'exemple du burn-out. S'il y a eu un burn-out, ça ne vous est pas tombé dessus sans raison. Il y a des raisons dans un burn-out personnel. On a réagi d'une certaine façon, donc c'est forcément qu'on a des éléments intrinsèques, oserais-je dire, qui nous incombent, qui vont faire qu'on a réagi de cette façon-là. Donc, acte. On s'en fiche, c'est comme ça. Mais il y a forcément des éléments de contexte qui ont fait qu'on a réagi de la façon dont on a réagi. Et donc, effectivement, il faut se poser la question de ce contexte. Est-ce qu'il y a eu un changement de N+1 qui a été le déclencheur? Il y avait déjà une situation hyper compliquée, mais en plus, il y a eu un changement de N+1. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce qu'on vous a changé vos collègues? Est-ce qu'on a retiré un membre de l'équipe? Est-ce que la charge du travail a explosé? Est-ce qu'on vous a demandé de prendre un client qui était à Marseille, ce qui n'était pas dans la fiche de poste jusqu'alors? Il y a forcément eu des éléments dans le contexte de travail qui ont changé objectivement. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu à ce moment-là une telle réaction de votre corps? OK? Donc, il faut se repencher sur les éléments du détail du contexte de travail. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là, ça devient des éléments que l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire j'ai fait un burn-out car, mais on va dire bah, écoutez, il y a eu 6 mois d'une situation très compliquée au sein du service dans lequel je travaillais, notamment un départ en retraite non remplacé et à partir de là, une réorganisation qui a accru ma charge de travail. Je me suis retrouvée dans des conditions de travail qui m'étaient inacceptables ou en tous les cas dans lesquelles j'étais en total mal-être. Et dès lors, j'ai quitté l'entreprise. Point. Et je rebondis. Pourquoi? Pourquoi je ne m'arrête pas là? Parce que si je m'arrête là, ça veut dire que je prête le flanc à des questions supplémentaires. Donc, je vais préparer ma réponse et je vais préparer le fait de relancer. Voilà. C'est pour ça que demain, je cherche une entreprise où on va me donner les moyens de travailler, où je vais avoir des conditions de travail et une équipe sur laquelle m'appuyer, un manager qui sera cadrant, mais qui me laissera de l'autonomie. Parce que voilà, par rapport à des conditions qui ont provoqué mon départ de l'entreprise passée, des éléments des raisons, des éléments déclencheurs. OK? Voilà, c'est un exemple, hein. Ça ne va pas pour toutes vos situations. J'espère pas tous que vous cherchez du boulot aujourd'hui parce que vous avez tous fait des burn-out. Mais voilà, il faut bien sûr, vous l'avez compris, réfléchir en fonction de vos situations personnelles, votre contexte, vous, OK, mais aussi le contexte de travail dans lequel vous avez été. Et de quels éléments on peut s'emparer, dont on peut se servir pour demain dire, bah voilà, ce contexte ne m'a pas convenu. Il a changé. Il y avait A et ensuite il y avait B. Et bah B, ah là là, j'ai fait des efforts, j'ai essayé, j'ai tenu, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas quitté la boîte c'est souvent ce qui se passe dès qu'il y a eu le changement concerné. Donc effectivement, voilà sur quoi il faut s'appuyer pour justifier le fait d'avoir quitté la boîte et d'en faire des éléments qui deviennent aujourd'hui des critères de votre recherche.
Voilà comment je vous répondrai sans évidemment rentrer après dans des éléments d'explication personne par personne. Voilà, si certains d'entre vous avaient vraiment des doutes trop importants sur telle ou telle justification, telle ou telle explication, voilà, sans doute faut-il en passer par une préparation d'entretien qu'on prendrait le soin évidemment d'aborder plus à titre individuel, ça va sans dire. Euh, D'autres questions, Claire? D'autres questions, oui. Alors, je me base sur les votes l'espace QLR. Oui. Une question, est-ce que, si on nous pose la question justement de est-ce que vous avez d'autres procédures de recrutement en cours? Le problème, c'est si on répond non, bah, on a l'impression qu'on n'est pas désirable sur le marché de l'emploi. Si on répond oui, bah, peut-être on est dans une position où on va refuser l'offre d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose à répondre? Quelle est Alors, la bonne réponse? la bonne réponse. En tout cas, une réponse rassurante, convaincante, qui devrait, on va dire, correspondre à la plupart. Déjà, effectivement, dites que vous avez d'autres pistes. Dites qu'il y a eu d'autres pistes systématiquement, dans le sens où pour le justifier, vous pouvez très bien vous dire, bah, de toute façon, il y a 3 mois, j'ai eu un rendez-vous, il y a 6 mois, j'ai eu un appel. Bon, alors après, ça devient un peu tiré par le cheveu, mais voilà, j'allais dire, je n'imagine pas que si vous êtes dans une recherche active, il y ait vraiment eu un no man's land total les mois passés. Euh, ou alors, encore une fois, hein, à un cas particulier, à une exception, la règle prévaut. Et si on est dans l'exception, il faut vraiment y réfléchir plutôt en aparté, en individuel. Mais je dirais de façon un peu globale, la majorité d'entre vous devrait avoir eu ne serait-ce que quelques appels, si ce n'est quelques rendez-vous, et donc des pistes dont vous pouvez vous prévaloir. Donc, rassurez votre interlocuteur sur le fait que vous en ayez eu. Si vous n'en avez pas eu, oserais-je dire, ce serait vraiment pas dire rare, mais le cas échéant, retranchez-vous derrière le fait que si vous avez répondu à des annonces, c'est qu'il y a eu l'opportunité d'annonces sur lesquelles vous positionnez. Et vous pouvez peut-être vous accommoder de cette chose-là pour quand même considérer le fait qu'il y a eu effectivement quelques pistes. Maintenant, il y a eu des pistes, et ce qu'il faut effectivement faire valoir par contre, pour qu'il n'y ait pas le risque que votre interlocuteur se dise, ah, bah alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire, qui va venir chez moi ou pas chez moi, ça veut dire que si effectivement vous faites valoir le fait qu'il y a eu des pistes, voire qu'il y a également effectivement en ce moment plusieurs pistes en cours, dites tout de suite à votre interlocuteur qu'est-ce qui fait que pour vous, il a un côté motivant et intéressant qui fait qu'effectivement, ça fait partie des pistes que vous favorisez ou que ça fait des pistes qui, pour vous, on va dire, le plus d'intérêt à l'instant T. Faites tout de suite ce lien, comme ça, votre interlocuteur, il va entendre que vous êtes désiré, que vous êtes désirable. Il va forcément se sentir rassuré par rapport à cela, mais il ne va pas effectivement entendre le je pourrais aller chez Pierre ou chez Jacques. Grosso modo, battez-vous pour moi. Non. Vous faites cet petit effort, oserais-je dire, vous faites ce petit lien tout de suite entre, voilà, j'ai plein de pistes, mais je ne vous cache pas que, voilà, le poste que vous proposez, bah, pour des raisons de proximité géographique du lieu du poste, pour des raisons d'intérêt de la mission proposée, par rapport à l'intérêt de la notoriété de l'entreprise et de la cohérence avec mes valeurs, enfin, ça peu importe, oserais-je vous dire, sont vos motivations à vous, hein, bien entendu. Mais effectivement, faites ce lien de façon à ce que le recruteur, en quelque sorte, voit qu'un aspect positif au fait qu'il y ait d'autres pistes concrètement. OK, Très bien, pardon. je t'en prie, Claire. D'autres questions, toujours sur la base des votes. La fameuse question, pourquoi vous et pas un autre? Ah, la fameuse, j'aurais pu la mettre dans la liste. Celle-ci, effectivement, elle tombe souvent. Alors, pourquoi vous plutôt qu'un autre? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais en tout cas, il y a une mauvaise réponse qui consistera à dire je suis plus que ceci, je suis plus que cela, je suis mieux que, je suis truc. Voilà. Ne vous comparez pas aux autres. C'est le seul piège de cette question, car les autres, vous ne les connaissez pas. OK? Donc, pourquoi vous plutôt qu'un autre? En fait, saisissez-vous de cette perche pour refaire ou pour faire, si vous n'avez eu l'occasion de le faire avant dans l'entretien, faites une synthèse des deux, trois atouts majeurs de votre candidature.
Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Ben, écoutez, je ne connais pas les autres, mais ce que je peux vous dire, c'est que me concernant, déjà, je suis très motivée par le poste. C'est exactement la mission que je recherche depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Donc voilà, c'est vraiment un élément qui, moi, me donne très envie de vous rejoindre pour vous accompagner sur le projet de truc bidule madin chouette. Deuxième point, bah, c'est vrai que j'habite à 5 kilomètres de l'entreprise. Je sais que c'est pas un élément qui, voilà, est peut-être le plus important, mais en tout cas, en termes de disponibilité d'investissement de ma part, voilà, il y a un côté facilité que je mettrai en avant. Et puis, évidemment, et avant tout cela, ben voilà, la compétence, je sors de votre concurrent direct, je connais votre client, je connais vos fournisseurs, je connais votre marché. Euh, je vais pouvoir vous apporter plein de trucs. Voilà, j'invente, hein, là, je vous le fais au doigt mouillé, hein, mais je me sers de l'opportunité de cette question pour refaire une synthèse de mes atouts majeurs. J'ai repéré par rapport aux besoins de l'entreprise et par rapport effectivement aux points qui peuvent sortir du lot. Deux, trois points, c'est là que je les replace. Je quitte à les répéter si je les ai dit à un autre moment, mais voilà, je les dis autrement, je les reformule et je m'en sers à ce moment-là effectivement pour répondre à cette question-là. Et surtout, je ne parle pas des autres. Voilà, D'accord, donc on peut aussi se projeter dans l'entreprise en disant, voilà, exactement. je participe à ce projet d'entreprise. Moi, ça me fait penser à ce type de questions et ça recoupe une question pour laquelle on a beaucoup voté. C'est où vous voyez-vous dans X années? Tout à fait. Comment on peut se projeter dans l'entreprise? Tout à fait. Alors, le où vous voyez-vous dans 3 ans, 5 ans, c'est souvent ces timings-là qui sont évoqués. Euh, En fait, à cette question, ce que le recruteur va vouloir jauger en règle générale, c'est est-ce que vous vous projetez toujours chez lui? Donc, en fait, lui va vivre cette question-là, enfin, va vivre votre réponse sous-entendu, enfin, pas sous-entendu, mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que ça fait qu'il peut vous projeter chez lui? Et en fait, là où ça coince, c'est si effectivement c'est pas cohérent. Donc, je donne un exemple. Si vous lui dites, bah, écoutez, ah, moi, je me vois directeur d'entrepôt, voilà, parce que ce serait l'évolution logique, là où aujourd'hui, je suis adjoint. Bon, ben, ce que va se dire le recruteur, c'est OK, sauf que nous, un entrepôt, on est une toute petite boîte, on en a un seul. Le directeur aujourd'hui en poste, il a 38 ans. Je pense pas que, voilà. Donc, vous voyez, c'est là où le bas blesse et c'est ça qui va se passer dans sa tête. Donc, à cette question-là, il faut effectivement que vous montriez que vous avez quelques ambitions, que vous avez peut-être quelques envies, mais attention, essayez de donner une réponse qui va permettre à votre interlocuteur de vous projeter chez lui et de ne pas vous sentir déjà mu par d'autres ambitions qui vous amèneront forcément à le quitter trop vite à son goût. Donc, donner à voir que vous avez, voilà, peut-être, effectivement, j'aimerais bien d'ici à 5 ans pouvoir évoluer peut-être sur une dimension managériale un petit peu plus importante. C'est quelque chose à l'instant T, en tout cas, qui me plairait plutôt pas mal. Maintenant, bah, vous savez comment c'est difficile de se voir quelque part dans 5 ans, hein. Faut vraiment, il faudrait voir l'avenir pour le savoir exactement. Je pense que ça dépendra, vous savez, aussi en fonction des opportunités que vous pourrez me proposer. Je pense que voilà, ça dépendra de comment évoluera l'entreprise d'ici là et où est-ce que vous me verrez dans 5 ans quand on y sera en quelque sorte. Vous voyez? C'est une façon de répondre. Je ne dis pas que c'est une bonne façon de répondre, mais elle réunit les différentes conditions. C'est-à-dire, je rassure, je montre que j'ai des envies, mais voilà, je ne suis pas dans l'ambition à tout prix. En tout cas, le message que l'on entend n'est pas l'ambition et l'évolution à tout prix. Et, parenthèse ouverte, même si c'est un peu du flanc. C'est-à-dire que si effectivement demain, dans 5 ans, je n'ai pas l'évolution sur la sphère managériale que j'appréhende et que j'en ai les moyens, eh ben, j'irai voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais bien sûr que si je veux le poste là aujourd'hui, je ne vais pas lui dire au recruteur. À un moment, euh,
Voilà, il faut aussi lui dire ce qu'il a envie d'entendre. La seule règle dans cette équation, dans le mensonge, c'est de ne pas mentir sur mes compétences et de ne pas mentir sur ce que je vais pouvoir être jugé et jaugé à court terme. Parce que il ne s'agit pas d'avoir le poste coûte que coûte et de se planter pendant la période d'essai. Donc, voilà, il ne faut pas suggérer d'erreur de casting, oserais-je dire, d'où la, dirons-nous, le fait que les mensonges soient plus ou moins proscrits, ok? Mais voilà, il y a d'autres questions sur lesquelles, voilà, je peux un peu jouer, oserais-je dire, par rapport à ce que je sais être attendu en termes de réponse et sans pour autant être dans un mensonge éhonté. Parce que, soit dit en passant, si je dis un recruteur, ça dépendra aussi un peu des opportunités qui pourront se profiler à l'horizon. Et là où vous me verrez, vous, dans 5 ans, ben, en même temps, c'est pas un mensonge. Ils me font évoluer, ils ont des opportunités d'évolution, ils me feront évoluer, ils ne me le proposent pas. Bon, bah, j'irai voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est juste que j'ai donné une réponse partielle, mais j'ai donné une réponse. OK? Très bien. Voilà ce que je vous en citerai effectivement à envisager là-dessus. OK? Très bien. Il est 11h48. On va prendre une dernière question. Alors, il y a la question du salaire, mais comme il y a le, pardon, le webinaire suivant qui parle justement de savoir parler de rémunération en entretien, Tout on va à éviter fait. de marcher sur les pieds de Christophe Marneau. Et il va La pouvoir question. vous développer le sujet en long, en large et en travers. Donc, je lui fais confiance pour vous donner les clés sur la REM. Donc, effectivement, ne prenons pas cette question. Elle va trouver sa réponse dans quelques minutes à peine. Donc voilà. Donc, en dernière question, il faut bien en choisir. C'est si le recruteur nous demande des références. Comment on peut se positionner par rapport à ça? Si bah, des fois on peut être en froid avec un N+1. Voilà. Comment on peut répondre à cette question-là? Tout à fait. Alors, très bonne question. Les références, tout ce qu'il faut, c'est pouvoir en donner avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait poser souci? C'est le fait de ne pas pouvoir donner de référence. Ça serait vu comme, pour votre interlocuteur, quelque chose à cacher. OK? Donc, le point principal de cet élément-là, c'est je donne des références, coûte que coûte. Ensuite, je réfléchis posément. Évidemment, quelles sont les références, c'est-à-dire quelles sont des personnes qui vont pouvoir parler de moi de façon favorable, plutôt, sur un champ professionnel, parce que c'est ça qu'on attend sur le papier, bien sûr, d'une référence. Donc, si effectivement, avec moins de plus un, on s'est quitté, mais c'était super, pas de problème, c'est juste que l'entreprise elle a mis la clé sous la porte, pas un coup fin, bon, bah, il n'y a pas de question à se poser, oserais-je vous dire, ça va sans dire. Si par contre je suis partie en froid et que moins de plus indirect a causé ma perte, pour quelque raison que ce soit, évidemment, je ne vais pas donner le nom de ce N+1 en premier. Il y a peut-être un N+1 6 mois avant qui était à sa place. Il y a peut-être un N+2 dont je sais pouvoir m'attacher un discours favorable. Ou je peux peut-être donner plutôt un élément, un collègue à niveau N avec lequel j'ai travaillé depuis 15 ans en étroite collaboration et qui est la personne qui peut parler le plus de moi sur un champ professionnel. Je peux réfléchir avec tous ces éléments-là. Si j'étais dans une entreprise depuis très peu de temps, je peux aussi aller chercher, bien sûr, une référence N+1 dans l'entreprise d'avant, si celle-ci, je la sais plus favorable dans son discours que la dernière en date. Donc, c'est à ce niveau-là que je dois réfléchir. Toutes ces personnes, N+1, N ou N+2, qui vont effectivement pouvoir parler de moi. Mais je peux aussi réfléchir à d'autres références sur le champ pro. Si j'ai beaucoup travaillé avec des gens en externe, quelqu'un en marketing qui aura bossé avec une agence, qui va pouvoir peut-être donner comme référence le directeur de l'agence ou le chef de projet avec lequel, ces 8 dernières années, tous les projets ont été ficelés. Un fournisseur que vous connaissez depuis maintenant 3 années, pour qui vous avez démêlé tous les problèmes, résolu tous les litiges, qui peut parler de vous en bien, oserais-je dire, ça peut être une référence que vous citiez, le cas échéant, à partir de là. OK? Donc, voilà, il faut du coup entamer un travail tout simplement de référencement, de réflexion autour de qui peut parler de moi par rapport au travail, en interne dans la boîte passée, dans la boîte d'avant, chez le fournisseur, le client, les prestataires avec lesquels j'ai pu bosser. Et effectivement, je n'empêche pas, comment dire, je ne donne pas coûte que coûte le nom de mon dernier N+1,
mais je donne dans la liste de mes références, trois références en commençant par mon avant-dernier N+1, peut-être mon collègue à N, et puis peut-être effectivement, en dernier lieu, le N+1, le dernier en date. Je me le mets exprès à la fin, mais je le donne effectivement, entre guillemets, en dessous des éléments plus favorables. OK? Euh, de façon à ce que le recruteur à qui vous allez confier ces références, en règle générale, il va les appeler dans l'ordre, hein, il ne va pas se couper les cheveux en quatre. Et soit dit en passant, pour avoir travaillé 3 ans en cabinet de recrutement il y a maintenant quelques années, mais la pratique est toujours d'actualité, sachez que les références ne sont en aucune façon appelées systématiquement. Concrètement, on vous demande des références, c'est déjà pour voir si vous allez en donner. Et là, si effectivement vous avez du mal à les donner, si vous demandez un délai de réflexion, etc., là, ça fait s'allumer un petit voyant d'alerte, oserais-je dire, sur le schéma. OK, pourquoi ça traîne, etc. Pourquoi c'est pas tout de suite que ça sort, etc. Et puis, on ne prendra pas tout le temps le soin de contacter ces références. Pourquoi? Bah parce que ça prend du temps de contacter quelqu'un, de le joindre, que la personne soit disponible, etc. Donc souvent, on va contacter les références, soit par obligation, par exemple, quand vous êtes dans un cabinet de recrutement et que votre client, entreprise, a exigé que vous preniez des références. Donc le cas échéant, on le fera par obligation. Mais sinon, on ne le fera. Les références ne seront contactées que quand, dans les entretiens ou l'entretien qu'on a eu, il y a eu un petit doute. Vous avez répondu un truc à un moment, mais on a senti que vous n'étiez pas à l'aise. On a senti que, vous voyez. Et donc, du coup, là, la prise de référence s'impose pour aller un peu checker cette appréciation d'une certaine façon, cet a priori que ça a peut-être pu générer. Et on va aller chercher à recroiser les informations. Donc, voilà comment appréhender effectivement cette question des références et préparer les références que vous donnerez. Mais encore une fois, comme à chaque fois, j'ai dû vous le dire déjà au moins 18 fois, ne donnez de réponse à la question que quand celle-ci vous est posée. Ne donnez pas des références si on ne vous en demande pas. Ne sortez pas une lettre de recommandation si on ne vous le demande pas. Car sinon, ça risquerait de paraître pour une justification alors même qu'on ne vous a rien demandé et du coup, vous éveillerez de vous-même la puce à l'oreille de votre interlocuteur sur un truc qui n'a pas dû être net. En tout cas, c'est le risque que ce soit interprété comme tel, hein. Donc attention, pas de faux pas de cette nature, ce serait dommage. Voilà de quelle façon nous conclurons. Je vois Très bien. Christophe qui arrive sur son grand cheval blanc. Je vais donc évidemment lui céder la place. Sur effectivement la question de la rémunération, il va résoudre et dénouer, je le pense, je l'espère pour vous, mais je lui fais confiance, toutes vos interrogations en la matière. Et pour moi, bah, écoutez, on se retrouve peut-être cet après-midi. J'aurai l'occasion d'animer toujours avec Claire en modératrice de choc et puis avec Jean-Raphaël Moniol du Pôle emploi, une session où on vous parlera de toutes ces autres formes du salariat et puis de quelques dispositifs de Pôle emploi pour appréhender et au sein de l'APEC pour appréhender un changement de travail éventuel. Donc, je vous dis peut-être à bientôt, que ce soit cet après-midi, demain, sur le salon où nous serons, vous le savez, et puis effectivement, à l'occasion, sinon, d'une prochaine fois. À bientôt tout le monde. Merci Elodie. On retrouve vos coordonnées sur, donc, à l'écran pour récupérer la présentation.